Donc, ce Covid, en fait, quels sont les impacts, quels sont les conséquences de cette crise sanitaire? Je crois qu'on peut déjà se poser une première question, c'est un petit peu la question de la diapositive suivante. Est-ce que nous sommes face à une crise inédite? Alors, souvenez-vous, au début de la crise, nous étions un petit peu dans l'inconnu, face à un virus que personne ne connaissait. Il y a une crise dont l'ampleur était difficile à aborder. Et pourtant, nous avions déjà quelques éléments qui pouvaient nous éclairer sur ce qui nous attendait. Nous avions, c'est la slide suivante, tout d'abord l'exemple chinois. La Chine a été frappée quelques mois en avance par rapport au reste de l'Europe par cette crise sanitaire. Et le premier effet, ça a été un arrêt brutal des transactions. Les mesures de confinement ont été très strictes et du coup, les volumes de transactions se sont effondrés de 90 à 98%. Malgré cela, il n'y a pas eu de baisse des prix de l'immobilier, à l'exception du marché du luxe qui a eu un petit peu de mal à repartir. Et d'après l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, alors avec les réserves nécessaires vis-à-vis de la communication officielle chinoise, on a même observé une légère hausse des prix de l'immobilier dans 70 grandes villes chinoises dès le mois de février 2020. Donc on avait un petit peu une vision déjà anticipatrice de ce qui pouvait nous arriver. Ensuite, on a tendance à l'oublier, mais on avait déjà l'expérience de précédentes pandémies. Ce n'est pas la première fois qu'on avait une grande épidémie de cette ampleur. Et il y a une étude américaine, j'ai mis le lien dans slide, si on peut afficher la slide, qui était faite par Zillow. Et cette étude a montré que les précédentes grandes épidémies n'ont pas eu d'impact en fait, sur les prix de l'immobilier. En fait, l'attitude la plus courante consiste à laisser passer la crise, d'où l'effondrement du nombre de transactions, et à reporter les ventes ou les achats. Alors, troisième question ou troisième point, étions-nous face à un signe noir ou à une prophétie? Alors, je le disais, personne n'a vu arriver cette crise, parce que le monde occidental se croyait à l'abri des grandes pandémies qui étaient réservées aux pays les plus démunis. Alors, c'est vrai que personne n'a vu arriver cette crise parce que les autorités chinoises ont minimisé la dangerosité du virus et l'ampleur de la crise. Mais pourtant, souvenez-vous, de nombreuses personnes nous ont alertés depuis des années sur un risque élevé d'une pandémie mondiale. Donc, vous voyez que pour l'instant, pas d'impact sur les prix. Pour être plus précis d'ailleurs, ce loger a remarqué que les prix n'ont reculé que dans 5% des villes de plus de 100 000 habitants. Donc les baisses de prix sont vraiment très marginales, en tout cas à fin avril. Donc en résumé, un très fort impact sur les volumes, ça c'est indéniable, mais pas d'impact pour l'instant mesuré sur les prix. Alors maintenant, la question c'est, et demain, que va-t-il se passer? On a vu comment ont réagi les professionnels, les marchés, mais la question qui reste pleine et entière, c'est de savoir quelles vont être les conséquences de cette crise à moyen et à long terme. Alors, je vous propose de regarder ça d'abord du point de vue des ménages. On sait que la grande majorité des transactions immobilières reposent sur un besoin fondamental. Ce besoin, c'est se loger. Qu'il s'agisse de déménager, de trouver plus petit ou plus grand, surtout d'ailleurs après plusieurs semaines passées en confinement, de quitter le domicile des parents, le besoin de loger demeure. Il peut être reporté de manière temporaire et ce besoin va ressurgir dès que la crise sera passée. On sait par ailleurs que le nombre de ménages augmente rapidement. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier facteur, c'est le vieillissement. Et ensuite, tout ce qui est séparation, divorce, rallongement de la durée des études, mise en couple tardive. Voilà. Et c'est cette augmentation du nombre de ménages qui détermine les besoins de logement. Or, à long terme, ces besoins-là ne changent pas. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental pour bien comprendre les ressorts de la demande, des besoins de logement. Un des gros enjeux de la sortie de crise, c'est la confiance des ménages. Alors, je vous ai mis là sur la diapositive l'évolution de l'indicateur synthétique de la confiance des ménages, qui est calculé par l'INSEE. On sait que les ménages, les investisseurs ont besoin de confiance pour pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir et réaliser des investissements. Bon.
l'indicateur de confiance des ménages a chuté de 12 points entre février et mai 2020. Alors pour mémoire, la dernière forte chute, elle suit la crise des subprimes, et cet indicateur avait chuté de 27 points, mais en un an, entre juin 2007 et juin 2008. Donc là, vous voyez qu'on est face à une ampleur de chute inédite. C'est la première fois que dans un laps de temps aussi court, on a un effondrement aussi brutal de l'indicateur de confiance des ménages. Donc 12 points, c'est vraiment inédit. Autre sujet préoccupant, c'est l'emploi et la solvabilité des ménages. Il y a plus d'1 million d'entreprises qui ont eu recours au chômage partiel pour alléger leurs charges, et d'ailleurs un bon nombre d'entre elles continuent à en bénéficier. Résultat, ce sont 12,4 millions de salariés qui ont été concernés par ces mesures de chômage partiel et qui ont vu du coup leur pouvoir d'achat amputé. Autre élément, la chute des marchés financiers a réduit très fortement le capital des ménages qui étaient investis en bourse, et cela aura forcément un impact sur le montant de leur rapport personnel en cas d'acquisition, et notamment en ce moment avec une phase de durcissement des conditions d'octroi des prêts bancaires. Et enfin, et là c'est un petit peu la lame de fond qui commence à arriver, c'est le nombre de chômeurs qui a augmenté on a eu les derniers chiffres du mois de mars, de plus 7,1%, avec un chiffre record, là encore, de plus de 246 000 chômeurs supplémentaires. Alors certes, le chômage partiel a permis d'absorber un petit peu le choc, dans un premier temps, de limiter l'impact social de cette crise. On est loin, par exemple, des 33 millions de chômeurs aux États-Unis en 7 semaines, ce qui est colossal. Mais ce chiffre, malgré tout, ne reflète que les effets de 2 semaines de confinement. C'est le chômage sur le mois de mars. Or, depuis, malheureusement, on voit se multiplier les annonces de difficultés, de faillites, de fermetures de sites, que ce soit dans l'aéronautique, l'automobile, la location de véhicules, le tourisme, la restauration, etc. Il y a très très peu de secteurs qui sont épargnés, et c'est clair qu'un retour du chômage de masse marquerait un coup de frein vraiment brutal sur le marché de l'immobilier. Dernier point, du côté des ménages, c'est l'accès au crédit. Cet accès s'est vraiment fortement durci depuis le début de l'année. Alors, on a vu la situation des ménages. On va regarder un petit peu maintenant, plus spécifiquement, le marché de l'ancien. Alors, pour l'ancien, ce qui est perdu est perdu. 2020 sera, quoi qu'il arrive, une année en net repli par rapport à 2019, qui était une année record. Souvenez-vous, on a eu 1 059 000 transactions, 10% de plus qu'en 2018. Alors, il faudra vraisemblablement plusieurs années pour que les effets de la crise soient véritablement derrière nous, d'autant que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin ni de traitement disponible, et qu'on n'est pas à l'abri en plus d'une deuxième vague d'épidémie d'ici la fin de l'année. Donc, l'ancien, bien évidemment, sera en retrait par rapport à 2020, et la situation risque de durer pendant encore quelques mois. On voit en ce moment, ça c'est un autre point, pas mal d'articles, d'émissions télé sur ces citadins qui quittent Paris ou la ville pour aller s'installer à la campagne, ce goût immodéré retrouvé pour la maison individuelle et ses vertus, la volonté de changer de vie. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement la demande ne va pas totalement changer? Est-ce que ce n'est pas la fin finalement des métropoles, des grosses villes, de la grosse densité? Alors ces cas sont isolés aujourd'hui et ne reflètent pas la réalité. La presse met l'accent vraiment sur ces quelques cas isolés. Alors c'est un petit peu un marronnier du côté des journalistes, ce changement de vie, le passage de la campagne à la ville, de la ville à la campagne, pardon. Mais je pense qu'il faut regarder les choses de manière plus neutre et plus objective. Bon, ce qui est vraisemblable, c'est qu'on va avoir un marché plutôt à 2 vitesses. D'un côté, les grandes métropoles où l'emploi se concentre, et ces métropoles vont continuer à tirer leur épingle du jeu, à attirer les ménages. Alors, ils vont peut-être aller en périphérie, mais ils vont rester dans le cercle d'influence de ces grandes métropoles, surtout si le chômage progresse. N'oublions pas, le gros danger aujourd'hui, c'est le chômage de masse, et l'emploi, pour l'instant, se concentre dans les grandes métropoles. Alors, quid des prix de l'ancien en tout cas. Alors, les acquéreurs les plus modestes ont déjà commencé à quitter le marché au premier trimestre. Ça, c'est ce que fait apparaître le baromètre LPI, le dernier baromètre.
Et en fait, ce sont aujourd'hui les acquéreurs les plus aisés qui contribuent à maintenir les prix. Il est probable qu'au deuxième semestre, on ait une baisse des prix sur les villes moyennes, sur les secteurs ruraux, mais que les grandes métropoles continuent à afficher une légère progression des prix de l'ordre de 2% à peu près. Cette crise, je pense aussi, a été une prise de conscience écologique. N'oublions pas que c'est l'homme qui est à l'origine du Covid, du fait de la disparition des espaces sauvages, le rapprochement entre des espèces qui n'auraient jamais dû nous croiser et puis les activités humaines. Et donc cette prise de conscience écologique, puis la prise en compte grandissante aussi de la performance énergétique des logements, va sans doute aussi contribuer à faire baisser les prix des vieux logements, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, ceux qui sont les moins bien isolés, en faveur des logements les plus performants. Ce qu'on peut imaginer, voilà pour l'ancien. Alors, pour conclure, je crois qu'on peut retenir plusieurs enseignements de cette crise. Alors, le premier, j'ai appelé ça la digitalisation sur la slide suivante. On a vu pendant le confinement que la signature électronique était techniquement possible chez les notaires, mais il y a eu un gros a priori, voire un gros blocage. Souvenez-vous, l'avis initial du Conseil supérieur du notariat était défavorable. On sentait bien toute l'emprise du monopole des notaires, et du coup, de nombreux actes n'ont pas été signés pendant le confinement. Ce confinement, je pense, va apporter un coup d'accélération, notamment au déploiement de la signature électronique des contrats de réservation chez les promoteurs. Ça, c'est clair que ça a été une prise de conscience massive. Voilà, donc cette crise a révélé la nécessité d'être agile sur le plan informatique, et je pense qu'elle va accélérer la mutation de nombreuses entreprises, de nombreux artisans, même de nombreux indépendants. Ça passe aussi par l'essor du télétravail. Ça, je crois que c'est une évolution durable, avec vraiment une nouvelle façon de travailler qui va modifier nos habitudes. L'emploi va rester concentré dans les grandes métropoles, mais ce sont celles qui bénéficient de la meilleure accessibilité, de la meilleure connectivité, qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc la digitalisation, c'est clair que la crise va accélérer son déploiement. Ce qui va changer, je pense aussi, c'est la relation avec les prospects et les clients. Cette période a démontré qu'on pouvait s'adresser à eux autrement qu'en présentiel. Ce qui a généré d'ailleurs des économies de temps, des économies d'argent. Ça permet plus de souplesse. Et finalement, ça met davantage d'emphase sur les temps de rencontre physiques, sur ces temps forts en fait. Et donc, je pense que la visioconférence doit désormais faire partie intégrante des outils du CGP dans la relation avec ses clients ou dans sa prospection. Le dernier point, je crois que c'est en fait dans ce fameux match qui dure entre l'immobilier et les marchés financiers, le confinement a montré combien le logement jouait un rôle vraiment essentiel dans nos vies. Le logement s'est transformé en une sorte de rempart. Le traumatisme a été profond. Plus simplement, en période d'incertitude, on le sait, la pierre apparaît plus que jamais comme une valeur refuge, un actif tangible, rassurant, notamment lorsque ça a été le cas, lorsque la bourse dévisse de 30% en quelques jours. Voilà, l'immobilier, c'est un actif qui est peu liquide par rapport aux actions, contrairement aux actions. Il n'y a jamais eu en France de vente massive et soudaine de logements entraînant une baisse de 30 ou 40% des prix de l'immobilier résidentiel. Ça ne s'est jamais produit. Quand il y a eu des baisses par le passé, elles ont été progressives et surtout elles ont été beaucoup plus modérées. Donc, je pense, pour conclure, que cette crise en fait a renforcé davantage encore l'attachement des Français à la pierre, contre l'inconnu, la peur, la maladie. Et donc c'est le dernier espace dans lequel on va se sentir en sécurité, on va trouver du réconfort. Et on est prêt à de très nombreux sacrifices, à s'endetter sur des décennies, à payer plus d'impôts, à perdre en mobilité. Et donc, vraiment, pour conclure, je pense que cette crise a exacerbé cette dimension qu'on ressent, c'est intrinsèque, on n'est pas forcément conscient de cette dimension-là, mais cette crise a exacerbé cette dimension du logement qui est vraiment profondément ancrée en nous.